Merci. Bonjour à tous. Je crois qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont vraiment très loin. Donc, ce topo, bon, on peut essayer de le faire tenir en 1 heure à peu près, mais c'est un petit peu élastique. Et les topos que je fais, c'est des topos à la Pierre Noël. Ça mélange très sérieux et des fois un petit peu de l'humoristique. D'où cette première diapo que vous avez à l'écran en ce moment. C'est une espèce introduite en Méditerranée qui a été signalée très dernièrement en Corse via Doris. Et ça a l'air d'être le premier signalement pour la France métropolitaine. Donc les plongeurs et les bénévoles et les sciences participatives apportent souvent des éléments intéressants pour la connaissance de la biodiversité et des espèces introduites et envahissantes éventuellement en particulier, puisque je crois que c'est le sujet de ce topo et de cette réunion ici à Metz. Donc un peu plus sérieusement, on va passer à la photo suivante. Donc je vais me présenter peut-être un petit peu brièvement parce que certains d'entre vous me connaissent, d'autres peut-être un petit peu moins. Donc, je suis tombé dans la biologie marine il y a bien longtemps puisque je suis un petit vieux, je suis retraité depuis une dizaine d'années. J'ai commencé dans les années 1960 à m'intéresser aux algues. Il m'a valu d'aller faire mon service, non pas militaire mais national, dans les terres australes et antarctiques françaises en 1969, où j'ai monté le laboratoire de biologie marine sur l'île de Nouvelle-Amsterdam, donc un petit peu au nord de Kerguelen. Voilà. En revenant, je n'ai pas pu bosser sur les algues parce qu'il n'y avait pas de poste pour moi, donc j'ai repris mes études et je suis tombé dans les crevettes, dans les crustacés. Donc, je suis devenu un spécialiste des crevettes et des crabes aussi un petit peu, d'où dans mon intervention, je faisais un petit peu souvent appel aussi aux crustacés. J'ai pris de bien vouloir m'en excuser. J'ai fait toute ma carrière au CNRS en tant que chercheur, d'abord sur le campus Jussieu à Louvain, et puis ensuite à partir de 90, le CNRS m'a demandé de changer d'équipe et je suis arrivé au muséum. Et là au muséum, je suis rentré à plein dans les 5 missions du muséum que vous connaissez sans doute ou sans doute pas. Donc d'abord mission 1 la recherche, okay. La mission 2 les collections. Dans un musée, c'est un peu normal, mais on adjoint au muséum dans les collections tout ce qui est base de données. Et les bases de données, on en a vraiment beaucoup besoin pour gérer la biodiversité, y compris les bases de données photographiques et autres. La 3e mission du muséum, c'est l'enseignement supérieur. Donc c'est un peu comme une petite université avec plusieurs centaines d'étudiants en thèse ou en master au muséum. Donc on a une formation assez importante de nos étudiants en direction de la biodiversité. La 4e des missions du muséum, c'est l'expertise. J'en ai fait beaucoup, en particulier pour le ministère de l'Environnement, un petit peu pour le ministère du Quai d'Orsay, pour la Convention sur la diversité biologique, par exemple les douanes, etc. La 5e mission du muséum, c'est la diffusion des connaissances à tous les publics. C'est donc ce qui est radio, presse et sciences participatives. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je participe. Je collabore beaucoup à tous ceux qui s'intéressent à la nature et qui veulent partager les observations qu'ils ont faites, notamment au travers de l'inventaire national du patrimoine naturel. Donc, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Donc, l'inventaire national du patrimoine naturel, c'est une opération qui a débuté il y a très très longtemps au travers des bouquins, des observations, des publications scientifiques, et plus récemment avec le progrès de l'informatique et de la photo numérique. On a des sites internet, on a des facilités de travail à travers de l'INPN et BioOps, Doris et compagnie. Donc, ce que les plongeurs font maintenant très régulièrement et abondamment sert beaucoup à la connaissance du patrimoine naturel. Donc voilà grosso modo à peu près où je me situe dans ces domaines de l'expertise, des sciences participatives et de la connaissance de la nature et du partage des connaissances avec les autres. Alors, photo suivante, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, parce qu'on ne va pas avoir beaucoup de problèmes. Bon, très classiquement, le plan, c'est pour faire une introduction, on termine par une conclusion en essayant de meubler un petit peu au milieu. Donc, on verra d'abord des généralités sur les espèces introduites, parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut savoir. Et puis, on verra quelques exemples qu'il y a ici dans le coin et ailleurs sans photo suivante. Alors, introduction, photo suivante, on va commencer à parler là-dessus. Alors, d'abord, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que les espèces introduites, comme on dit souvent, il n'y a pas marqué l'atoste sur le fond. Quand on voit un crabe, une algue, une étoile de mer ou un coquillage dans la mer, on ne sait pas si elle a été introduite ou pas, éventuellement depuis quand elle est là ou pas. Donc, c'est une première difficulté.
La deuxième difficulté, c'est qu'il y a une abondance de nomenclature relative à ces espèces-là. On les appelle des algènes, on les appelle des espèces cryptogènes parce qu'on ne sait pas trop d'où elles viennent. Elles sont envahissantes ou elles ne sont pas envahissantes, elles pullulent ou pas. Enfin, vous voyez en haut à droite, j'ai fait un listing non complet, qui n'est pas complet, des appellations de ces espèces qui n'étaient pas là avant et qui sont là maintenant et qui seront peut-être là dans quelques temps. Voilà. Donc, alors, plus que j'avais mis là-dessus. Alors, les définitions aussi. Là, les définitions sont très variables selon les pays, selon les moments et autres. Là, j'en ai mis une qui est relativement floue, et vous comprenez avec ce type de définition floue qu'on peut mettre derrière le mot d'espèce introduite et des choses assez variées. Donc, espèce dans la semence actuelle ou passée alliée avec l'action anthropique, volontaire ou involontaire. Il y a beaucoup d'autres définitions. Alors après, là, je crois que c'est important de s'arrêter un petit peu là-dessus. Quels sont les principaux critères de reconnaissance d'une espèce introduite? Déjà, le terme espèce introduite, ça va pas bien parce que l'espèce, elle est introduite localement quelque part, mais elle est native dans un autre endroit. Donc l'espèce, selon les populations, elle est introduite ou pas. Donc ce serait mieux de dire une population introduite d'une espèce qui existe ailleurs dans le pays où elle est apparue il y a parfois des millions d'années. Donc, alors, un des premiers critères, c'est évidemment nouveau pour l'endroit, on ne l'a jamais vu là, il y en a une maintenant ici. Voilà, donc on pense qu'elle est arrivée et on la qualifie à ce moment-là d'introduite très souvent. Le deuxième critère, il est aussi très important, c'est la discontinuité géographique. C'est-à-dire qu'une espèce qui gagnerait du terrain peu à peu, 200 mètres par-ci, 3 km par-là au fil des années, elle va s'étaler dans un endroit où elle se sent bien, mais elle n'est pas forcément introduite parce que, tout simplement, la biodiversité, ça change, ça s'installe en fonction des changements du milieu et autres, et c'est pas forcément une espèce introduite s'il n'y a pas de discontinuité géographique. Donc si c'est une espèce qu'on connaît qu'au Japon et en Méditerranée, par exemple, alors il faut savoir si elle était d'abord au Japon ou d'abord en Méditerranée. Et si on dit que c'est une espèce qu'on connaît depuis longtemps au Japon mais depuis peu en Méditerranée, c'est une espèce introduite en Méditerranée, les choses sont claires. Ensuite, une nouvelle station très ponctuelle. Alors au début de l'arrivée d'une espèce quelque part, ou d'une population d'une espèce quelque part, c'est sûr qu'il n'y en a pas partout, il y en a juste dans un endroit, c'est très très ponctuel. Par exemple, un exemple que tout le monde connaît depuis quelques années, c'est la colère, parce qu'on a d'abord trouvé à Monaco, qui est l'Institut océanographique, et qu'on a suivi quasiment année par année. On a suivi sa progression dans les Alpes-Maritimes, sur les côtes de France et d'Italie, et après dans toute la Méditerranée. Donc une station très ponctuelle signifie sans doute et peut-être qu'une espèce vient d'arriver. Ensuite, une cinétique d'expansion cohérente, c'est-à-dire qu'à partir d'un endroit où la population s'est bien développée, on peut suivre que l'espèce gagne du terrain très régulièrement, d'une année sur l'autre, elle a progressé d'un côté ou de l'autre, vers le nord, vers le sud, vers l'est ou vers l'ouest, et de façon logique, si on veut, en fonction des conditions des courants marins, parce qu'il y a des espèces marines et des choses comme ça. Ensuite, une tendance à pulluler. Alors, il faut savoir que la vie n'est pas simple. Quand une espèce arrive quelque part, elle ne s'installe pas toujours, et même assez rarement. Mais quand par hasard elle arrive à s'installer quelque part, ça veut dire que les conditions sont favorables pour elle. Puisqu'il ne va pas y avoir de parasites, les prédateurs sont encore au courant de ses comestibles, il n'y aura pas de maladie, donc elle va se mettre à pulluler. C'est souvent ce qui se passe. On repère certaines espèces, et parfois des nouvelles espèces, on les repère parce qu'elles pullulent quelque part. Et puis on s'aperçoit après que finalement elle n'est pas originaire de là, mais elle est originaire de l'autre bout du monde. Voilà. Donc il y a comme ça un nombre conséquent d'espèces nouvelles qui ont été décrites en pensant que c'était vraiment nouveau, mais elles avaient parfois été nommées ailleurs ou carrément ignorées ailleurs du pays dont elles viennent. Donc tendance à pulluler. Après, proximité d'une source d'introduction potentielle. Alors là, c'était évidemment, puisque une espèce introduite s'est introduite par l'homme, il faut qu'il y ait, à côté de l'endroit où on l'a trouvé, une cause. Il faut qu'on repère la cause de cette introduction. Alors, en premier lieu, pour les espèces marines, il y a les ports, bien sûr, et aussi les installations aquacoles, puisque ostréiculture, conchyliculture, etc., qui sont des facteurs évidents d'arrivée
d'espèces nouvelles par des bateaux ou par des sacs de coquillages qu'on peut transporter ici. Ensuite, au niveau de la génétique, de la diversité génétique, c'est vrai quand quelques individus arrivent quelque part, il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a une diversité génétique qui est assez limitée quand ils arrivent et qui n'est pas du tout représentative de la diversité génétique des populations d'origine. Donc ça, c'est un élément. Maintenant, avec les moyens qu'on possède d'analyse génétique, c'est un moyen de repérer assez commodément, d'une part, que c'est bien une espèce introduite, et d'autre part, d'où elle vient. Parce que sur toute la distribution géographique d'une espèce qui a une distribution assez large, les signes, si on veut, ne sont pas les mêmes sur toute l'aire de distribution de l'espèce. Après, une identité génétique avec la population source. Supposer qu'il y ait une espèce qui soit commune dans tout l'Indo-Pacifique. On repère en Méditerranée une souche de cette espèce-là, on va pouvoir savoir si ça vient plutôt du Japon, plutôt de Tahiti, plutôt de mer Rouge, par exemple, si la distribution est très large. Donc on arrive comme ça à remonter, je ne veux pas dire que c'est facile, mais de plus en plus on arrive quand même à avoir des précisions sur d'où vient la population qui est arrivée quelque part. Et puis après, bien sûr, quand une espèce introduite arrive quelque part, très souvent elle a déjà été introduite ailleurs. Donc c'est des espèces qui ont tendance à être cosmopolites, c'est-à-dire qu'on les trouve dans 5, 6, 10, 15 endroits différents dans le monde. Et on s'attend quelquefois dans un endroit précis à avoir l'arrivée dans quelques années, quelques dizaines d'années, d'espèces qui commencent à arriver un petit peu partout ailleurs. Les espèces qui arrivent dans l'est de la Méditerranée, tôt ou tard, elles vont arriver dans l'ouest de la Méditerranée, parce que c'est un bassin fermé, il y a des bateaux qui circulent, des touristes aussi, et il y a aussi des courants marins, des tempêtes qui peuvent diffuser peu à peu ces espèces-là. Voilà. Donc vous avez toute une série de critères qui montrent qu'une espèce et une population d'individus est bien nouvellement arrivée quelque part. Voilà. Alors après une petite complication, je vous ai dit que je travaillais dans le cadre de l'INPN, l'Inventaire national du patrimoine naturel. Alors nous aussi, au muséum, on a quelques idées et quelques préférences. Alors à partir de quand on peut dire qu'une espèce est introduite par rapport aux espèces qui ont été introduites il y a très longtemps, par l'homme préhistorique? Il est prouvé maintenant que l'homme préhistorique se baladait avec des étoiles dans les poches, et donc ou des poissons, ou des choses comme ça. Des migrations il y a 20 000 ans ou 30 000 ans ou 50 000 ans qui ont fait que les espèces d'Europe centrale, par exemple, sont passées en Europe occidentale, surtout des espèces d'eau douce. Et puis aussi, avec les progrès de l'agriculture et de l'élevage, au moment, essentiellement après les grandes glaciations du Quaternaire, les hommes aussi se sont baladés avec des graines de blé dans les poches et éventuellement des lapins dans la besace. Donc, ça a favorisé cette dispersion d'espèces. Ces espèces, on les considère maintenant comme autochtones, c'est-à-dire comme natives chez nous, mais elles n'ont pas toujours été. Donc, alors, une date charnière a été évoquée dans certains cas, c'est, tout le monde a connu, 1492, qu'est-ce que c'est? 1492. Christophe Colomb, voilà. Donc, au moment où les bateaux commencent à sillonner les mers, Magellan et compagnie, on a pensé que cette date-là, ça pouvait être un début d'échange et d'apparition d'espèces nouvelles des deux côtés de l'Atlantique, parce que ici, Christophe Colomb a ramené d'Amérique, et les voyages sont suivis, ils ont ramené d'Amérique des graines, des trésors et les animaux, dans le sens ça a fonctionné aussi. Donc les deux Amériques ont également bénéficié, si on veut, des espèces introduites chez eux qui sont natives chez nous. On fonctionne en import-export. Alors après, en France, on considère que si une espèce a une population autochtone chez nous en France hexagonale, on considère que l'espèce est autochtone sur notre territoire, même s'il y a des introductions quelque part. Ça a été évité principalement pour les espèces terrestres, les continentales. Et ça marche moins bien pour les espèces marines, parce que vous savez sans doute qu'en Manche Atlantique, un certain nombre d'espèces ont des équivalents en Méditerranée qui sont très proches, mais qui sont quand même des espèces distinctes. Si bien qu'on peut avoir des transferts, notamment entre Arcachon et Eto, ici, d'espèces, de spécimens, et donc d'espèces qui vont avoir une discontinuité géographique, puisque
elles ne sont pas passées par Gibraltar, elles sont passées par le TGV ou par des camions routiers. Et donc, ces espèces-là qui ne sont pas présentes dans le sud de l'Espagne et du Portugal, dans le sud de l'Ibérie, qui sont présentes à la fois dans le golfe de Gascogne et sur nos côtes à nous, elles sont clairement introduites ici, et elles ne sont pas de l'autre côté de l'Hexagone. Donc ça, c'est un petit peu une difficulté. J'essaie de me bagarrer avec les collègues pour essayer de faire admettre qu'au niveau du milieu marin, on pourrait avoir des espèces semi-introduites, ou je ne sais pas comment dire, mais il y a quand même une petite astuce. C'est tout en bas de l'écran, vous ne le voyez pas bien, ça s'appelle l'ABDSM. Alors ça veut dire Atlas de la biodiversité départementale et sectorielle marine. Donc, vous savez que la France est découpée en départements, donc c'est des petits morceaux de territoire sur l'Hexagone métropolitain et l'outre-mer, mais ça fonctionne que sur les métropoles pour l'instant. Et on a découpé aussi les milieux marins en secteurs, si bien que la France, à la fois pour ce qui est du territoire et de ce que j'appelle le mer-ritoire, c'est-à-dire l'équivalent de surface maritime au large de nos côtes, on a découpé ça en secteur marin. Et pour chaque secteur, il y a un programme, donc la BDSM, qui consiste à dire d'experts, de dire si dans ce carré-là, dans cette case-là, est-ce que l'espèce est présente ou non, est-ce qu'elle est introduite ou non, est-ce qu'elle se reproduit ou non à cet endroit-là. Voilà. Alors ça permet d'avoir un découpage beaucoup plus fin de la représentation de la distribution des espèces. Donc ça, on sait où les espèces se reproduisent et où elles ne font que passer, par exemple, pour des oiseaux migrateurs, on peut avoir des oiseaux qui passent simplement en hiver ou en été, mais qui ne sortent pas chez nous. Pour les espèces marines, on peut savoir si elles sont introduites en Méditerranée et pas en Manche Atlantique. Et on verra un exemple tout à l'heure que tout le monde connaît, mais on ne sait pas que c'est une espèce introduite. Mais je ne vais pas dévoiler. Bon, on a vu, pour cet écran-là, c'est bon, si on peut passer à l'écran suivant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors après, donc là, alors, il y a les vraies espèces introduites et il y a les fausses espèces introduites. Dans le passé récent, l'Europe a fait des programmes de recherche importants sur les espèces introduites en envahissance. Il y a eu des financements qui ont été attribués à gauche et à droite et certains laboratoires, pour justifier des crédits qu'ils ont reçus de l'Europe, ont cru en devoir de signaler qu'il y avait des nouvelles espèces qui arrivaient chez eux, qu'ils ne connaissaient pas avant et qui étaient introduites. Et il y a eu beaucoup d'erreurs et beaucoup d'espèces, il y en a quand même un certain nombre, qui ont été données par des scientifiques comme étant introduites quelque part alors qu'elles ne l'étaient pas tout simplement. Donc ça, je m'en suis aperçu avec cette petite cloporte, cette idotée marine. J'étais longtemps au conseil scientifique du parc national de Porto, qui est une plongeuse qui dit tiens, sur un bout de polystyrène expansé qui flotte en mer, là, je trouve un truc bizarre, c'est un petit crustacé qui est tout bleu, c'est assez sympa, c'est joli, est-ce que tu sais ce que c'est? J'ai regardé sur ce que c'est, j'ai dit ça c'est rare, j'en ai jamais vu. Je me suis bien demandé ce que c'était. Alors après, j'ai quand même réussi à l'identifier parce que je connais un petit peu la musique. Et puis donc cette idotée métallique, elle n'était pas répertoriée sur les côtes de France, au moins en Méditerranée, quoi. Et sur l'Atlantique, je crois qu'il y avait un ou deux signalements. Oui, c'est vraiment intéressant, c'est un truc rare, etc. Et puis, en fouillant un peu la biblio, j'ai vu qu'elle était quand même assez signalée en Espagne, assez signalée en Italie, assez signalée en Angleterre, je ne sais plus. Enfin, je me dis, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas de signalement chez nous, et qu'il y en ait plein dans les pays voisins, quoi. Alors, comme je suis au muséum, j'ai été regarder dans les bocaux qu'il y a sur les étagères, dans les sous-sols et les collections, et il y avait toute une rangée de bocaux avec cette espèce-là qui avait été trouvée en Méditerranée, en Atlantique, partout. Donc, il y en avait partout sur les côtes de France, mais ça n'a jamais été signalé, il n'y a jamais eu de publication là-dessus. Voilà. Donc, en fait, cette espèce qui a été signalée comme introduite dans le nord de l'Europe, parce qu'ils n'en avaient jamais vu ici avant, en fait, elle est normalement présente dans toute l'Europe, mais ce n'est pas une bibliothèque classique parce qu'elle s'accroche aux objets flottants identifiés ou autres en pleine mer. On ne la trouve pas dans les algues, on ne la trouve pas sur les en marée basse, etc. Donc on trouve des fois un spécimen des cheveux et la quantité de vent qui trouvent dans la bonne direction. C'est pour ça que il faut s'en méfier. De même que dans des très bons ouvrages, il y a aussi des choses qui sont très limites. Donc il faut faire attention, quand on affirme qu'une espèce est introduite quelque part, moi je tiens beaucoup à ça, c'est qu'on précise en même temps que l'espèce est introduite ici, mais elle est native ailleurs. Et quand on demande ça, quand on regarde des publications scientifiques en référé, vous savez que les scientifiques ont fait des publications, on demande un avis à un collègue, tiens voilà j'ai envie de publier ça, qu'est-ce que tu en penses? Donc on fait des commentaires et autres. Alors chaque fois que j'ai des papiers comme ça entre les mains et qu'on me demande mon avis,
Si tu dis que c'est introduit quelque part, il faut dire qu'elle est native à tel endroit. Alors là, on voit souvent les gens qui commencent à produire un peu, pour dire oui, on ne sait pas. Si on ne sait pas d'où elle vient, où elle est normalement, comment tu peux dire qu'elle est introduite là et que c'est pas le contraire, quoi. Donc j'ai vu un cas de figure assez extraordinaire, non par nous autres, une espèce d'un crustacé qui avait été décrit en un exemplaire, je crois, sur les côtes d'Afrique, au large du Congo, je vais dire n'importe quoi, 10 mètres de profondeur, bon ok, on ne connaissait qu'un seul spécimen, et puis une seule station où il y en avait, et puis on l'a retrouvé dans le golfe de Gascogne aussi, là, donc au large de Bordeaux, aussi pareil, à 800 mètres de profondeur, un spécimen aussi, ah ben voilà, elle est introduite. Et attendez, on ne peut pas dire sur deux spécimens, un qui est trouvé au large du Congo et un autre à l'Atlantique à 800 mètres de profondeur, si ça se trouve, elle est costaud, elle est commune dans toutes les mers profondes, mais comme on ne s'habite pas tous les jours à ces profondeurs-là, pour un truc qui est microscopique ou presque, on ne peut pas dire. Voilà. Mais quand même, dans la littérature, vous voyez que dans le golfe de Gascogne, on a un spécimen qui est donné comme un produit. Bon, ça ne veut strictement rien dire. Donc, il y a quand même pas mal d'approximations, je vais dire ça comme ça, des approximations pour regarder ça tout ça. Donc, photo suivante. Je commence à raconter ma vie. Alors, les espèces introduites, c'est un phénomène mondial. Bon, ça, c'est une mauvaise reproduction d'une publication, mais on voit bien qu'il y en a partout. Les espèces introduites, c'est plus ou moins grave, plus ou moins important, etc. Donc j'ai mis un petit cercle rouge là en plein milieu parce que c'est la Méditerranée qui est là. Et en Méditerranée, on est particulièrement gâté parce qu'il y a deux portes qui sont ouvertes sur la Méditerranée. Il y a une porte ouverte depuis longtemps, Gibraltar, vous connaissez, et puis l'autre porte qui est ouverte depuis moins longtemps, et depuis plus longtemps qu'on pense quand même, c'est le canal de Suez. On y reviendra tout à l'heure. Donc, on peut passer là, c'est que on va dire le suivant. Merci. Et on peut avoir une idée des principaux groupes d'espèces marines qui sont introduites. Là aussi, c'était la même publication. Là, on voit que c'est principalement les crustacés, les mollusques, pas mal d'algues, un peu de poissons, des annelides, quelques plantes, c'est normal en marin, pour beaucoup, quelques filières, etc. Mais ça reflète à peu près la proportionnalité avec le nombre d'espèces qui est connu au niveau mondial ou au niveau régional. En France métropolitaine, par exemple, il y a 4000 espèces de crustacés. En France métropolitaine. Pour les mollusques, on descend à 2000. Donc il y a quand même un petit peu moins. Et les algues, ça va être à peu près pareil. Les poissons, ça va être de l'ordre de 750 ou 800. Donc il y a moins d'espèces de poissons. Donc si on regarde la proportionnalité pour des espèces à peu près équivalentes au niveau de la mobilité, de la taille, de la facilité, etc., on tombe sur quelque chose qui est à peu près logique. Tout au suivant, s'il vous plaît. Bon, alors maintenant, sur le suivant directement, on va passer sur les particularités des espèces introduites et plus particulièrement des espèces marines. Bon, vous connaissez certaines espèces d'oiseaux et de mammifères, je ne vais pas vous faire des dessins. Un flamant rose, ça tombe sur une première œuf à, je sais pas, 5, 6, 8 ans, ça tombe qu'un œuf ou deux par année. Donc pour doubler une population de flamant rose, il faut attendre 10 ou 15 ans ou 20 ans, c'est quand même un petit peu long. Pour les sangliers, c'est pareil, c'est un petit peu plus rapide, mais un peu long. Par contre, si on regarde le crabe bleu américain qui nous intéresse ici plus particulièrement, dans la littérature, on voit qu'un crabe bleu, ça peut fondre entre 2 et 4 millions d'œufs en une seule fois. Vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Une morue, des grosses morues, 11 millions d'œufs. Donc un seul spécimen peut quand même... il y a de la perte derrière, parce que sur 10 millions, il faut pas oublier qu'il y a 9 999 998 qui n'arrivent pas à leur habitat. Donc il y a de la perte. Et ça nourrit tous ceux qui mangent du plancton et qui se régalent avec les larves planctoniques et avec les juvéniles. Donc il y a une fécondité élevée chez les espèces marines, en particulier chez les espèces introduites et envahissantes. Deuxièmement, c'est ce qu'il y a après. Alors après, des transferts planétaires massifs. Bon, j'ai mis l'avion pour mémoire, parce qu'en aquariologie, on s'amuse à transporter des poissons depuis l'Asie jusqu'à par chez nous, etc. Donc c'est un peu anecdotique pour ce qui est des espèces marines. Par contre, ce qui est moins, c'est les transports en bateau. Là, j'ai mis un bateau, vous voyez clairement, ça n'a rien à voir avec la caravelle de Christophe Colomb. Donc il y a d'une part une très grosse quantité de choses qui sont transportées. Il n'y a pas de précaution prise particulièrement. Donc dans les ballasts de ces bateaux-là et sur le fouling des salissures qui sont sur les coques des bateaux, il y a énormément de larves, notamment des organismes unicellulaires, des petits trucs que personne ne connaît, les diatomées, les machins, etc. Il y a
a des sports et des propagés, il y a tout ce qu'il faut pour voyager très bien. Donc ça voyage plus loin, plus vite, en plus grande quantité. Donc c'est essentiellement ces très gros bateaux, maintenant qu'on fait, qui apportent chez nous le crab bleu. Je ne dénoncerai personne, suivez mon regard, on va passer à la diapositive numéro 3, s'il te plaît. Alors c'est deux bis, donc là c'est les canots, non, les grands ports, les structures d'accueil, on n'est pas de dessin à vous faire, les marinas, les aquaculture, etc. Des structures d'accueil qui sont très favorables parce qu'il y a des échanges permanents, constants et abondants avec différents pays du monde. Passons à la suivante, s'il y en a une. Alors, une dispersion naturelle efficace après arrivée. Donc là, je n'ai pas pris un exemple sur une espèce introduite parce que parfois c'est pas toujours bien connu. J'ai pris la grande cigale de mer que vous connaissez, c'est la seule espèce intégralement protégée en France métropolitaine. C'est une grosse bête, c'est une grosse embûche un peu particulière. Une ponte, ça fait déjà 200 000 œufs, donc larves par ton. C'est déjà pas mal. Ensuite, il y a 15 stades larvaires différents. Donc ça veut dire que ça dure un certain temps, et il y a 10 mois dans le plancton. Alors imaginez un radeau ou un truc dans le plancton. Supposez que notre brave grande cigale, elle est en Tunisie ou en Algérie, là. Donc elle se trouve happée par un courant circulaire qui va monter le long d'Italie, qui arrive en Provence, qui revient chez nous et qui retourne vers l'Espagne. C'est ce qu'on appelle en partie le courant liguro-provençal, je crois. Si vous donnez les gros mots, en voilà un. Donc ce courant-là nous fait remonter les espèces du sud vers nos côtes à nous, et donc apporte des larves. Un truc qui est intéressant comme c'est une espèce protégée, c'est que les Italiens protègent cette espèce, hein, et ça leur profite pas. Ça nous profite à nous parce que les cigales, elles se reproduisent en Italie, mais c'est nous qui récupérons les larves, peut-être les Espagnols aussi. Donc ça c'est la coopération internationale. Merci les Italiens. Passons suivant. Il y en a ici qui ont déjà vu la grande cigale? Oui. Oui. La pyramide. Il y en a quelques-uns. Non, c'est sympa, c'est sympa, c'est assez discret. Après les Açores, ça fait vraiment. Les Açores. Donc par contre, si vous me permettez, on est entre nous, hein, y compris sur ce qui sont derrière les caméras un petit peu loin. Il y a une information que j'aimerais bien avoir sur la grande cigale, c'est est-ce qu'elle se reproduit chez nous. Parce que comme elle est en limite nord de distribution, et que c'est des larves qui nous amènent sans doute à des petites cigales, si jamais une fois vous voyez une grande cigale, vous vous excusez, vous faites une photo pour montrer qu'elle a des œufs sous le ventre, vous la remettez en place avec toutes les excuses, et à ce moment-là vous diffusez l'information comme quoi la grande cigale se reproduit bien chez nous, mais je n'ai pas d'information là-dessus. Alors, donc, comme je t'ai vaguement évoqué tout à l'heure, on fonctionne en import-export. Là, j'ai pris un crabe que je crois ici, ils appellent ça la favouille, le crabe vert des lagunes du Languedoc-Roussillon, qui est un petit peu du côté de la Provence. Cette espèce-là, c'est un crabe qui est méditerranéen et qui a son équivalent en Atlantique, le Carcinus minus, donc le crabe vert et le crabe Atlantique. On l'a retrouvé dans différents pays, un petit peu dans tout le monde. Il a d'abord été appelé, je crois, Carcinus menas dans certains pays, puis on s'est aperçu que ce n'était pas le menas de l'Atlantique, mais c'était le crabe de Méditerranée. Donc on regarde le crabe un petit peu partout, au moyen des autres balades, des salissures, de l'aquaculture, de la biologie, des courants naturels, etc. Il y a des transports sur des grandes distances. Pendant que j'étais à Cap-Guérène, enfin un petit peu au nord de Cap-Guérène, à l'île Nouvelle-Amsterdam, et que je regardais les laisses de mer, j'ai trouvé des graines d'une plante tropicale qu'on appelle l'Anthaga gigas. C'est des grosses graines comme ça. Donc c'est des graines qui traversent l'océan Indien à partir de l'Afrique, des carrés jusqu'au nord de Cap-Guérène. Les noix de coco voyagent très bien aussi dans le Pacifique. Hein. Les noix de coco flottent et puis ça colorise comme ça, c'est une île ou un nouveau volcan. Donc il y a quand même des transports naturels sur les grandes distances. Un jour, je vais vous raconter encore des petites histoires comme ça. À Concarneau, c'est en Bretagne, on a mis un crabe, et qu'est-ce que c'est que ce crabe-là? J'en sais rien, c'est pas un crabe de chez nous, tu as trouvé ça où? On a trouvé ça sur une bouée, là, il y a le service des valises qui nous a ramené une bouée, alors je dis ça, c'est un crabe américain. En fait, avec le numéro qu'il y avait sur la bouée, ils ont retrouvé que c'était une bouée qui venait du nord d'Afrique. Suite à une tempête ou un ouragan quelconque, que la bouée avait été arrachée, et elle a été
du Gulf Stream, elle était arrivée à Concarneau, et sur la bouée, il y avait encore des crabes vivants, il y avait des anatifs, il y avait tout un tas de trucs, et du gros de boue. Donc voilà, et à l'année, on a calculé, on a pratiquement, je pense que c'était 18 mois, ou quelque chose comme ça, c'était bien calé. Ils savaient toujours à peu près où ils avaient perdu leur bouée, alors, en Caroline du Sud. J'ai dit, la Caroline du Sud, c'est l'État qui est juste au sud de la Floride. Donc ça commence à faire un sacré voyage. Enfin voilà, donc il y a des transports à grande distance qui sont possibles naturellement. Photo suivante. Alors maintenant, on va passer au point 4 des caractères généraux, si on veut, des espèces introduites. Alors, une dispersion facilitée par l'homme depuis longtemps. Alors, moi, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure vaguement. Donc, il y a des espèces qui pénètrent par Gibraltar. Arcachonto, ça c'est aussi régulièrement dans les deux sens. Les espèces essentielles, donc canal de Suez, et il y a aussi les transferts inverses qu'on appelle des espèces anti-essentielles, c'est-à-dire des espèces de Méditerranée qu'on commence à retrouver en mer rouge, un petit peu. Voilà. Et puis il y a aussi des choses qui nous concernent moins, parce que c'est pas tout à fait marin, mais presque. C'est la mer Noire et la mer Caspienne. Il y a beaucoup d'espèces qui ont profité des canaux qui ont été faits en Europe centrale à partir du Danube notamment, et qui relient le Danube à la Baltique d'une part, et le Danube au Rhin d'autre part, et le Rhin via la Seine, la Loire et le Rhône. Et on a actuellement en France, dans l'est de la France, des dizaines et des dizaines d'espèces qui arrivent par les péniches de la mer Noire et la mer Caspienne, c'est ce qu'on appelle des espèces ponto-caspiennes, notamment des petites crustacés, des papes qui peuvent être dans les eaux douces ou les eaux sauvages. Photo suivante, si c'est possible. Alors, les canaux ont des explications. Donc, en bas à droite, vous avez les canaux d'Europe centrale, qui nous amènent des tas de trucs. Donc, canal de Panama, donc c'est un peu plus loin, mais là aussi, il y a eu des transferts d'espèces des deux côtés de. Alors, s'il y a eu le Pont du Gard, c'est pour faire un petit retour en arrière de 2000 ans en arrière, et même plus. Les Romains ne nous ont pas laissé beaucoup de traces, mais les Égyptiens ont été des gens bâtisseurs aussi avec les pyramides. Non, c'est moins, c'est qu'ils avaient déjà fait un canal, c'était pas le canal de Suez, mais le canal des pharaons. Ils en ont fait un qui a été ensablé, ils ont recreusé une deuxième, et quand le troisième qu'ils ont creusé, c'est à nouveau ensablé, ils ont laissé tomber. Mais pendant quand même quelques années, ou quelques dizaines d'années, ça faut demander aux historiens et autres, il y a donc eu un canal qui reliait le bas du delta du Nil avec une partie des grands lacs amers et donc du golfe de Suez. Donc déjà à cette époque, il a pu y avoir sur des coques des bateaux en bois, c'était des petits bateaux, et dans ces canaux-là, ils étaient tirés avec des chaloups, je ne sais pas quoi, mais les bateaux passaient. Et pour la petite histoire, encore une fois, il y a un truc qui m'intrigue un peu quand même, c'est que quand j'étais au conseil scientifique de Porquerolles, il y a eu des fouilles qui ont été faites antérieurement sur les pages romaines du Nil-Asie, la plaine du Nil-Asie. Et au moment où ils ont fait cette étude sur cette épave-là, ils ont ramené des amphores dans le port de Porto, ils ont nettoyé les gènes, et ils ont récupéré les amphores, ils ont étudié les amphores, le bateau et tout, mais dans les amphores, il y a plein de coquillages. Et il y a quelqu'un de Porto qui a mis ça dans son garage, il avait des caisses de coquillages qui étaient dans les amphores de l'épave romaine du Nil-Asie, et dedans, assez curieusement, donc ça fait 2000 ans en fait. Donc on avait cru à un moment donné que ça pouvait être des amphores qui contenaient du Garonne ou des choses comme ça, ou des transports. Et dedans en fait, non, les amphores sont bien posés à la verticale, et puis c'est les Bernard Lermite qui sont rentrés dedans, qui ne peuvent pas sortir. Et puis il y a eu quand même des villages qui sont rentrés dedans. J'ai quand même trouvé, et ça c'était sans doute sur le bateau, mais pas dans les amphores, 3 gros coquillages comme ça dans l'eau Pacifique de la Réunion ou de je sais pas où. Et donc il y avait peut-être un touriste à bord du bateau parce que de ce temps-là, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'autocar qui traversait l'Europe, etc. Et dans l'Antiquité, on savait qu'il y avait beaucoup de voyageurs, Jonas et compagnie qui prenaient le bateau, je sais pas. Et donc il y avait trois coquillages qui venaient de l'eau Pacifique à la Porto, et qui remontent à 2000 ans. On a fait des datations, pas au carbone 14, mais je suis plus dans les laboratoires sénégalais d'Égypte. C'était des années 401 des près, c'était bon ça, parce que
des approximations dans les datations, des fois c'est pas toujours aussi précis. Mais c'était au moins vieux de 1600 ans, on va dire ça comme ça. Donc c'était très vraisemblablement sur le bateau. C'était pas quelqu'un un touriste qui avait laissé ça tomber de sa poche ou qui voulait faire une bêtise ou tromper les scientifiques. Bon, alors, photo suivante. C'est les topos à la Pierre Noël. Des fois, il y a des trucs qui sortent comme ça. Alors, cinquièmement, une prolifération facilitée par l'homme. Quand une espèce arrive quelque part, des fois, elle ne se fait pas, elle s'en va, etc. Et des fois, les conditions d'accueil sont tellement favorables qu'elle se met à proliférer. Notamment le cas de la crépidule. Le cas de la crépidule a été très très vaguement signalé ici, mais on n'est pas bien sûr. Par contre, en Bretagne, là, elle a à manger. Voilà. Donc, on dit qu'elle est arrivée, je crois, sa famille s'est arrivée au moment du débarquement des années à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y avait des signalements un petit peu avant. En fait, elle s'est mise à proliférer un peu après, avec les progrès de l'agriculture en Bretagne, avec les engrais dans les champs, avec les élevages industriels et autres, et les marées vertes. Comme la crépidule se nourrit avec les particules en suspension, phytoplancton, etc., que consomme, elle a bien à manger, et donc elle a proliféré parce qu'il y avait bien à manger dans des eaux qui n'étaient plus vraiment très claires. Sur les côtes de Bretagne, c'est lié aux marées vertes aussi. Les marées vertes sont apparues après, mais c'est un peu la même chose. Voilà. Donc la prolifération facilitée par l'homme. Donc c'est une marée verte et compagnie pour un certain nombre d'autres micro-organismes notamment. Photo suivante. Sixièmement, toutes les espèces introduites au niveau marin, c'est des espèces qui sont sur la bande côtière. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le golfe de Gascogne, j'ai mis un grand point d'interrogation. Il y avait une espèce qui avait été signalée en grande profondeur, ça n'a pas d'intérêt particulier. C'est vraiment l'homme qui est le responsable de ces introductions. Et c'est sur la bande côtière, c'est très proche des côtes. Photo suivante. Elles sont très liées à l'aquaculture. La plupart des espèces qui posent problème, ou pas d'ailleurs, sont liées à l'aquaculture. Donc les espèces domestiques qui sont utilisées à l'agriculture ne colonisent pas les terres adjacentes. Les vaches ou les chevaux dans les champs ne vont pas aller dans les forêts aux alentours. À l'exception des kangourous qui se sont échappés, qui ont colonisé une partie de la forêt de Rambouillet en région parisienne. Non, je ne peux pas qualifier non plus le kangourou d'une espèce vraiment domestique, mais ça ne marche pas comme ça. En principe, non plus, il n'y a pas trop d'hybridation entre espèces. Oui, vous voyez, là, ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, en aquaculture, il y a quand même pas mal d'espèces qui profitent du coin, notamment par exemple les huîtres. Vous savez que les huîtres portugaises qui en fait venaient aussi d'Asie, qui s'est transformée après par les huîtres japonaises, mais qui est la même espèce ou pas la même espèce ou autre. Là aussi, je pourrais vous raconter des expertises que j'ai faites, que c'est pas tout il y a un temps pour le ministère de l'Environnement. Donc ça, c'est notre histoire. Donc l'huître japonaise, oui, quand elle est arrivée, elle colonise maintenant l'essentiel des côtes européennes. On va résumer ça. Donc ça va pas être trop long. Il faut quand même que j'en garde pour ce soir pour la revue de photo suivante. Bon, alors maintenant, on a fini les généralités. Si vous avez une question ou deux, on peut éventuellement les prendre maintenant là-dessus, on peut aussi en discuter après. Peut-être que si vous êtes loin, vous pouvez taper sur votre clavier d'ordinateur et mettre un petit message, on les dira après les photos. Oui, j'ai vu qu'il y avait des échanges entre Arcachon et Thau. Elle vient de se faire engrosser. La question est la suivante, si vous n'entendez pas bien. Donc, il y aurait des échanges entre Thau et Arcachon. Oui, au niveau des huîtres, il y a des échanges dans les deux sens. Mais les huîtres voyagent beaucoup. Même à Oléron, par exemple, il y a des huîtres qui naissent en laboratoire, qui sont envoyées en Irlande, qui subissent 2 ans en Irlande, et après qui reviennent pour faire des huîtres de marine Oléron. Et de la fois où elles restent 6 mois dans les clairs, on peut dire que c'est des huîtres de marine Oléron. C'est des trucs comme ça. Je ne sais pas. Que les huîtres. Il n'y a pas d'autre chose. Il y a d'autres choses. Encore une anecdote, j'étais au restaurant il n'y a pas si longtemps, c'est à Monaco. Dans une soupe de poisson. Dans une soupe de poisson, il y avait un crabe dedans. Un peu de crabe. C'était un mâle, le crabe mâle, le crabe vert mâle. Pour ceux qui connaissent un peu, ils savent que
Pour distinguer le crabe de l'Atlantique et le crabe de Méditerranée, il faut regarder le zizi mâle du mâle. Chez l'espèce méditerranéenne, le zizi est à peu près droit, quoi. Et chez le crabe de l'Atlantique, il est un petit peu courbe comme ça. Non, comme ça. Il est courbe comme ça. Donc je regarde dans mon assiette, je regarde un crabe, c'est un crabe de l'Atlantique. Alors je demande à Monaco, le responsable, oui, non, les pêcheurs ils viennent de pêcher ça vient du quoi, c'est de la pêche locale, etc. Donc j'ai pas voulu faire d'histoire, c'était clairement un crabe de l'Atlantique. Donc il y a le train part, je dis d'Arcachon, d'ailleurs, j'en sais rien, mais ça fait Arcachon, Montpellier, Marseille, Monaco, ou je sais pas où, et puis les marchands de poissons et les crustacés, comme ça circule, je veux dire. Donc la soupe locale à Monaco, c'est pas si local que ça. Donc ça montre qu'il y a quand même des échanges entre l'Atlantique et la Méditerranée à propos de finalement, donc poissons, crustacés et fruits de mer, si on veut, ça circule. À Bagnols, j'ai travaillé pour ma thèse à Bagnols, et ils nourrissent ils travaillaient beaucoup sur les poulpes, ils nourrissaient les poulpes avec des crabes. Et comme vous n'avez pas assez de crabes des locaux, je ne sais pas pourquoi, c'était moins cher de les faire venir d'Arcachon. Donc, dans les aquariums de recherche de la station marine laboratoire Arago à Bagnols, quand j'y étais, et pendant une dizaine, une quinzaine d'années, peut-être toujours maintenant, ils nourrissent les animaux avec des crabes d'Arcachon. Voilà. Donc, s'il y en a qui s'évadent, comme ça arrive de temps en temps, il y en a qui peuvent s'échapper, ça peut aller dans le port de Bagnols et puis partir après ailleurs, quoi, même si on fait attention. Donc, il n'y a pas qu'à Monaco, il peut y avoir des échappées qui viennent d'ailleurs. Donc, quand ça vient de l'Atlantique, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave, on a pas fait ce qu'on veut après. Mais bon, voilà. Bon. J'ai encore d'autres histoires à vous raconter, mais ce sera pas pour maintenant. C'est plus évident. C'est faire beaucoup du zizi des crabes, parce que c'est rigolo le zizi des crabes. Alors, bon, quelques exemples. Bon, des exemples dont vous avez sans doute entendu parler. C'est une méduse qui est arrivée en mer Noire et en mer Caspienne. Quand c'est les bateaux américains ou autres qui ont amené ça, et ça a été une catastrophe parce que ces méduses-là mangent les petits poissons, les larves de poissons quand on les autres, et ça fait baisser, je crois, les pêcheries, je crois, de la moitié ou des 2/3, enfin, ça a été assez catastrophique. Jusqu'à ce qu'il y ait d'autres méduses qui bouffent cette méduse-là et qui rétablissent un petit peu la situation. Je pense que ça avait duré un petit peu en mer Noire, mais il y a la guerre des méduses et les gélatines. Et puis elle est partie par les canaux proto-caspiens dont je vous parlais en Baltique. Et puis maintenant, ça c'est des vieux documents. Hein. Et puis maintenant, on la retrouve chez nous aussi sur les côtes de France. Alors, en bas à gauche, j'ai mis une carte de l'AVDSN, dont je vous parlais à l'instant. Voilà. Alors, en principe, c'est moi qui fais ces cartes-là. Donc, si vous voyez des erreurs sur les cartes, vous me le signalez. Et puis, j'essaierai de rectifier les choses. Alors, c'est pas très clair parce que vous voyez, il y a des secteurs marrons où il n'y a rien dedans. Quand il y a des secteurs verts ou gris, il y a de l'information derrière. Il faut cliquer sur un endroit avec votre souris de l'ordinateur. Vous cliquez, par exemple, à la racine de la flèche rouge. Tu vois, si tu cliques là, à cet endroit-là, tu vois apparaître ce qu'il y a en dessous. Donc, en dessous, il y a la source de l'information qui dit que l'espèce a été signalée là. Alors, parfois, il peut y avoir 10 ou 15 informations différentes, on en met une, c'est pas forcément la première ou la dernière, c'est une, et puis après on pense le secteur d'à côté. Mais on a au moins une information qui assure que l'espèce a bien été trouvée là, et on a la référence bibliographique, ou la photo de Boris, ou de Biops, ou communication personnelle de la personne, etc., qui permet comme ça d'avoir les informations. Donc, pour qu'on arrange ça aussi au muséum, qu'on améliore, que ce soit plus clair pour tout le monde, que les informations ne sont pas cachées, mais si on ne sait pas, on ne peut pas les visualiser. Donc voilà. Donc j'ai dû faire 6200 cartes à BDSM déjà, principalement sur les espèces, les sciences participatives, les espèces protégées, les espèces déterminantes d'INEF, les espèces un petit peu importantes pour vous. Donc en principe, la plupart des espèces que vous pouvez observer ont une carte ABDSM à jour, ou qui date d'un an ou deux. Mais c'est un service que je vous demande, si jamais vous voyez que la carte n'est pas à jour, qu'il y a des observations, ou qu'il y a une erreur. Tout le monde peut se tromper, moi en premier. Mais si je me trompe, j'essaie de corriger les choses. C'est ce que je vous dis aussi. En principe, c'est bon ce que je vous dis, mais je peux aussi me tromper. Il y a des choses, on peut avoir une information bonne, puis il y a des problèmes. Bien.
Donc voilà pour ce premier exemple parmi les gélatineux. Je crois que j'ai pris que ça comme début. Photo suivante. Un verre maintenant. Donc là aussi, on a en Méditerranée, un petit peu partout. Alors c'est une espèce intéressante pour c'est pas académique, comme on dit, c'est un cas d'école. Voilà. C'est Fauvel qui l'a décrite. En 1923, il a décrite du fond du canal qu'il a de Caen à la mer. Il y a une pullulation à ce moment-là. On pense qu'elle était déjà là depuis quelques années. Peut-être arrivé en 1921 dans ce moment-là. Et après, elle s'est répandue un petit peu partout assez rapidement. Et ça devient un problème parce que ça fait sur les côtes de bateaux qui sont dans les ports et autres. Après, il faut gratter ça, c'est une maladie avec des petites calcaires. Voilà. Alors, c'est en plein développement, c'est toujours en plein développement, ça continue à proliférer ici, là. Et, en fait, si cette espèce a été décrite de Normandie, elle vient, je crois, d'autres du monde, ça vient de la ville des Japon. Qu'est-ce que j'ai marqué, ça? Je pense que je pense que ça vient de loin, tout ça. Mais c'est une espèce qui est introduite, bien qu'elle ait été décrite de France métropolitaine. Photo suivante. Alors, là aussi, il y a des tas de choses à raconter là-dessus. La palourde des filles. Donc, c'est une espèce de l'Indo-Pacifique, qui a été introduite, je crois, volontairement à un moment donné, pour augmenter la production de palourdes sur les côtes de France, en particulier de Bretagne. Il y a eu des palourdes qui ont été fabriquées en laboratoire et semées comme ça, comme on sème du blé dans un champ. Et elles se sont assez bien plu et elles se sont répandues. Le problème, c'est qu'elles sont hybridées avec les palourdes de chez nous. Alors, donc on a des hybrides, on ne sait plus trop maintenant si c'est vraiment une espèce introduite ou si c'est un mix ou un truc comme ça. Voilà. Donc, il y a eu aussi des choses un peu similaires et avec création d'espèces nouvelles chez les startings, c'est des plantes sur de roseaux à moitié marins. On trouve aussi un peu dans le nord, il y en a pas en Méditerranée, je crois, où il n'y a pas assez de là. Et suite à une introduction sur les côtes d'Angleterre, il y a eu des hybridations, des petites choses, et puis maintenant une nouvelle espèce de starting en manche, je crois, mais c'est assez compliqué, donc on va pas s'étaler là-dessus parce que j'ai peur de traiter. Photo suivante. Donc les hybrides, ça peut être ainsi. Donc là, colerte, là c'est aussi une vieille diapo que j'ai repris. Bon, maintenant il y a deux colertes. Et que celle-ci, la toute première, elle est arrivée à Monaco. Elle commence à perdre un peu de sa superbe et à laisser la place à une autre colerte. Donc celle-ci est en régulation d'âge, comme disait Suez. Mais c'était une algue un peu particulière dans la mesure où elle avait été mise en aquarium pendant des années, peut-être des décennies, et elle a été sans doute modifiée au niveau génétique en aquariologie, puisqu'elle résistait assez bien aux températures froides ou modérément froides, alors que c'est une algue tropicale. Au moment où elle a été vue en Méditerranée, on va dire que ça ne passera pas nucléaire, celle-là, parce que c'est une algue tropicale, il n'y a aucun risque. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas eu d'intervention tout de suite pour essayer d'éradiquer, parce que personne à l'époque ne pensait qu'elle était capable de devenir envahissante. Et elle avait changé un petit peu génétiquement. On peut difficilement le prouver parce que l'espèce ne se reproduit pas de façon sexuée. Donc c'est des coupures, si on veut, et là c'est un petit peu compliqué aussi. Cette algue-là, elle aurait été vue quelque part dans le monde au XIXe siècle, elle aurait été décrite comme espèce nouvelle, et c'était une espèce différente de l'espèce tropicale. J'ai été, au moment où les problèmes commençaient à arriver, j'ai été invité à l'Académie des sciences pour faire un topo là-dessus, un topo sur la dynamique des populations des espèces introduites. J'avais proposé à l'époque de décrire cette espèce comme une espèce nouvelle, parce qu'elle était vraiment manifestement différente au niveau physiologique, au niveau morphologique. Elle était différente de l'espèce sauvage, si on veut, qui était petite, etc. Mais on m'a dit non, c'est pas possible. Bon, moi, je ne suis pas algologue, enfin, j'ai fait de l'algologie quand j'étais en plus haut cours, pendant 2-3 ans, mais non, je ne m'intitule pas algologue, donc je n'ai pas décrit ça comme une espèce nouvelle. Si je l'aurais fait, ça aurait sonné un peu la panique dans le landerneau de la systématique et de la taxonomie des colères. Je ne suis pas un provocateur. Je suis calme, je suis un petit papy tranquille dans mes coins. Bon, photo suivante, excusez-moi.
Alors, la Valais Austral, celle-là aussi, elle vient de l'autre bout du monde. Bon, on pense qu'elle est arrivée avec les bateaux du débarquement, ceux qui venaient de Nouvelle-Zélande et d'Australie en 1944. Donc, elle a traversé la Manche en l'espace d'une nuit. Et puis elle s'est installée pour que je faisais bien dans les pots, etc. Donc maintenant, je crois qu'elle est ici aussi dans certains coins du littoral, à Berre, ou en Camargue, ou je ne sais pas où. Il y a quelques signalements, je crois, à vérifier aussi. Alors les baleines, c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même pas mal d'espèces qui voyagent beaucoup avec le feeding et les salissures. Et il n'y a pas, à ma connaissance, de documents commodes pour les plongeurs pour bien identifier les baleines. Ce serait un truc à faire. Ça existe peut-être à gauche et à droite, mais il faut refaire un document sympa, utile et diffusé pour bien essayer d'identifier les baleines. C'est pas très gros, mais bon, on arrive quand même, c'est pas microscopique. On arrive quand même à avoir quelques critères d'identification possibles pour une dizaine d'espèces qui sont sur les côtes de France et qu'on voit régulièrement ou occasionnellement sur les bateaux, dans les ports, dans les marinas et compagnie. Photo suivante. Alors, un nouveau, voilà, il y a les anciens et puis il y a les nouveaux. Celui-là, ça fait pas longtemps qu'il est arrivé en Méditerranée et c'est très récemment qu'on l'a vu arriver en Corse et qui est maintenant présent aussi en Provence. Il y a quelques signalements. Je ne sais pas s'il est arrivé jusqu'en Occitanie, mais c'est un bon candidat à être présent. Et dans les eaux rocheuses, de très faible porteur. Donc en PMT, s'il n'a pas en plongée profonde, entre 0 et 5 mètres de profondeur. Par contre, c'est un crabe ultra plat qui se met dans les fissures. On le voit souvent par la tranche, on ne voit jamais d'autre sein. On voit juste les pinces et puis les deux yeux qui dépassent. Mais c'est peut-être qu'il va un peu plus la nuit. Si vous faites des balades de la nuit à très faible profondeur, en principe pas dans les lagunes non plus. Donc il doit être plutôt en pleine mer. Est-ce qu'il sort de l'eau celui-là? Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grapsidés, des crabes de cette famille-là qui sortent de l'eau, y compris la nuit. Mais celui-là, à ma connaissance, je ne pense pas. Il reste très très près de la surface. Mais... Quelle est son origine, celui-là? Oui, le golfe du Mexique. Les Antilles. Il y a une espèce très proche qui est dans l'Indo-Pacifique, mais ce n'est pas cette espèce-là. Donc il est d'origine américaine, Amérique tropicale, on va dire. Pacifique américain tropical. Alors, il traîne dans les oursins aussi, il aime bien les oursins. Photo suivante. Merci. Alors, la crépidule. Bon, alors la crépidule, là aussi, ça a été très favorisé par, notamment en Normandie et en Manche Atlantique, sur les côtes rocheuses. Et il y a eu quelques signalements en Méditerranée, mais très discret, et ça reste, à mon avis, à documenter d'une façon plus précise, parce que peut-être que dans certains cas, il y a pu y avoir confusion avec deux autres espèces de crépidules qui sont natives en Méditerranée, qui sont petites, mais une petite crépidule américaine, Fornicata, peut très bien se confondre avec une des deux espèces de crépidules méditerranéennes. Alors là, vous consultez les bons bouquins, vous regardez, page 80 et 82, vous avez les trois espèces de crépidules et vous pouvez distinguer ces espèces-là. À ma connaissance, il n'y a pas de prolifération, de tubulation ou autre. Je crois que finalement, c'est plutôt vers le delta du Rhône, c'est peut-être vers Berre et puis vers la Caresse, ou je ne sais pas. Il y en a eu à Tours à une période, le siècle dernier. C'est vrai? Oui, il y en avait pas mal. Et je crois qu'on n'a pas ça dans vos tablettes, ça m'intéresse d'avoir l'information. mais d'avoir des photos. Le siècle dernier. Ah non, mais non, c'était des photos argentiques, qu'est-ce que je raconte? Mais le siècle dernier, il s'est arrêté en... Oui, il y avait le temps. Bon, peu importe. Bon, photo suivante. Alors les acidies, bon, vous connaissez aussi, les plongeurs connaissent mieux que moi tout ce qui est faune fixée. Les acidies, il y a plusieurs espèces qui sont des espèces introduites, certaines envahissantes, souvent dans les parcs à vif aussi, et dans les lagunes littorales, et qui viennent pour ce qui est du genre ci et là avec deux espèces, donc le Piara et Picata, ça vient aussi du Pacifique. C'est arrivé aussi il y a une cinquantaine d'années en Europe. On la trouve un peu partout,
Ça n'a pas en forme tellement humaine, ça a des trucs qui débouillent partout, des trucs qui s'agitent, c'est des fois sur les eaux, mais ça monte. J'irai encore plus loin sur les acides. Vous connaissez ça sûrement mieux que moi. Et ici, les deux espèces ici sont aussi arrivées, sans doute avec un photo suivante. Ah, on aura un tout petit clin d'œil vers les eaux douces, parce que bon, on a trouvé récemment dans les Rôles, donc c'est pas bien loin, par derrière, un crabe qui venait de Turquie, le crabe bleu de Turquie en eau douce, donc, qui a été amené avec des écrevisses à Saint-Guillaume du désert, les écrevisses turques pour les fêtes de Noël et du jour de l'an. Ils ne mangent pas que des huîtres, ils mangent aussi des écrevisses. Et dans les camions citernes qui ramenaient les écrevisses, il y a aussi des crabes, ils sont tous en intérieur. C'est exactement la même chose, c'est produit au-dessus de Nice, au-dessus de Cagnes, sur mer, où là aussi, dans une rivière, où il y a une installation d'écrevisses et de salmoniculture. Ils ont fait venir des écrevisses de Turquie. Et il y a un même crabe qui s'est installé aussi sur 4-5 km de la rivière de la Cagne, à cet endroit-là. Voilà. Alors, pour mémoire, il y a eu une introduction de crabe italien, parce que c'est un crabe, il y a plusieurs espèces de crabes très similaires. Il y en a beaucoup en Italie, mais ça n'a jamais passé les Alpes. Par contre, à un moment de la Révolution française, dans les années 1800, on a eu à Nice, parce que les Niçois, ils traversaient la frontière des Alpes, et ils ramenaient des poissons rouges, enfin, pas forcément des poissons rouges, mais ils ramenaient des trucs de l'autre côté du pays, ils ramenaient des crabes, et ça faisait bien dans les belles propriétés niçoises, dans les bassins, ils avaient des crabes comme ça, et ils sont assez jolis, et donc sur les fontaines et autres, une fontaine à Florence, en Italie. J'ai mis ça parce que c'était rigolo. C'est très connu en Italie et ça s'est maintenu une trentaine d'années. Donc à Nice, dans la région de Nice, ça finit par disparaître. Mais c'est mentionné dans la faune de France de Bouvier. Vous regardez 1923 ou France. Donc il parle de ça. Donc les introductions peuvent aussi s'arrêter un beau jour. C'est comme les tempêtes florides, on en a partout. Peut-être que dans 50 ans, on en aura plus. Photo suivante. Alors, en passant une petite parenthèse sur l'impact des espèces aquatiques introduites. Les impacts sont quand même, parce que si on n'en veut pas, parfois il y a des bonnes raisons quand même. Donc il y a des impacts sanitaires, par exemple il y a certaines espèces qui sont toxiques. Dans un passé récent, on a peut-être dit qu'il ne fallait pas aller vous baigner à tel endroit ou tel endroit en France, dans des rivières ou dans des lacs ou dans des plongées quelque part. Il y a des cyanobactéries, donc des algues bleues, qui sont toxiques. Si le chien boit l'eau, il peut en crever. On voit qu'il y a eu des morts quand même chez l'Homo sapiens. Donc il faut se méfier un peu. C'est des micro-organismes, c'est des unicellulaires, mais ça peut être toxique. Il y a parfois des impacts économiques qui peuvent être quand même importants. Les salissures sur les coques de bateaux, ça ralentit considérablement la vitesse des navires. Au niveau de la conchyliculture, ça a un aspect positif important. Tout le monde aime bien manger les huîtres, c'est des espèces introduites. Le tourisme et les loisirs aussi, ça peut avoir un impact à ce niveau-là. Il peut y avoir un impact écologique. Bon, disparition globale d'espèces, non, jusqu'à présent, il y a eu très peu d'espèces marines, souvent les petites tailles. Je ne parle pas des baleines et puis des oiseaux et des grands pingouins. Pour les espèces de petite taille, celles qu'on voit en plongée, etc., il y a des disparitions locales, mais à ma connaissance, très peu d'exemples de disparition mondiale d'espèces de petite taille. Donc c'est plutôt des disparitions locales d'espèces qu'il peut y avoir par supplantation d'une espèce par une autre. Donc des algues comme la sargasse qui à un moment donné en Bretagne ou autre aussi posait des problèmes, ça peut être la cause de la disparition de certaines petites algues rouges, localement, des cystosères ou des choses comme ça qui sont arrachées. Donc ça peut arriver. Et puis il y a un impact médiatique, les espèces tueuses, voilà, à quoi je fais référence aussi, tout ce qui est marée verte et autres, c'est vraiment très ennuyeux. Ça a un impact médiatique certain, on en parle. Photo suivante. Alors ici encore une autre parenthèse, quand on introduit une espèce quelque part, quelquefois elle est accompagnée par ses parasites. Les parasites, c'est souvent assez spécifique, mais pas totalement. Donc un parasite peut sauter d'une espèce introduite à une espèce autochtone voisine. Donc ça, c'est embêtant pour les espèces autochtones. Par exemple, un des exemples les plus connus, c'est la peste des écolisses. Les écolisses américaines
elles connaissent ça depuis 3 millions d'années, donc elles sont au courant que la peste des électrolytes résiste assez bien. Et quand ça arrive chez nous, c'est probablement la peste des électrolytes qui a liquidé chez nous nos 2 ou 3 espèces autochtones d'électrolytes à 90% ou 95%. Donc l'électrolyte à pâte blanche, l'électrolyte à pâte rouge et l'électrolyte des torrents ont bien souffert de la peste des électrolytes qui a été amenée par les électrolytes américains. Alors, donc chez les anguilles, il y a des mortalités qui sont connues par des vers parasites. Bon, c'est marqué sur les estomacs. Il y a des coups des poissons, ça peut les affaiblir dans les élevages de saumon et autres. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur ces copépodes qui parasitent la peau des saumons, par exemple. Les champignons, donc là aussi, dans l'aquaculture, les gens savent pas qu'il y a des champignons. Il faudra mettre des guillemets à champignons parce que c'est pas les champignons de Paris, hein. C'est des moisissures, c'est plus des moisissures que des sèches, mais c'est apparenté quand même aux moisissures et aux champignons, donc, notamment les sacrolénias, en eau douce notamment. En plongée d'eau douce, on voit quelquefois de la moisissure blanche sur certains cadavres d'invertébrés et d'autres poissons, c'est des champignons en polymère. Et puis il y a des impacts sur la viticulture, etc. Photo suivante. Là encore, dans des exemples, évidemment, il faut passer au poisson lion, c'est ça. Donc vous connaissez l'histoire de la zone Caraïbe, et puis il semblerait que ça arrive chez nous maintenant, chez nous en Méditerranée, avec 1 ou 2 espèces, et les espèces c'est pas bien clair, je ne sais pas si elles sont élevées ou pas, mais Nicolas Bali nous a fait des topos là-dessus aussi. Il y a aussi des choses pas trop claires sur la taxonomie systématique du poisson lion, des poissons lions. Voilà. Je crois que dans les feuilles qu'on vous a mis, on en parle. Je ne suis pas très chaud pour penser qu'il puisse arriver sur les côtes d'Occitanie un jour, mais pourquoi pas, mais bon, on faut voir. C'est à suivre. Photo suivante. Alors, il y a des espèces qui viennent de loin et on ne sait pas trop d'où elles viennent. Donc, c'est ce qu'on appelle les espèces cryptogènes. On parlait de la date limite de Christophe Colomb pour savoir si c'est une espèce qui est introduite ou pas. Donc, je vous ai déjà parlé du canal des pharaons. Les Vikings ont sans doute déjà transporté dans le nord de l'océan Atlantique froid des espèces entre le Groenland et la mer du Nord, on va dire ça comme ça. Bon. Et beaucoup d'autres espèces aussi qui sont sur les bois, qui perforent le bois comme les Minoria, les carrés et autres, qui ont aussi voyagé sans doute depuis le 17, 18, 19e siècle, quand les navires n'étaient pas encore en ferraille comme maintenant. Voilà. Photo suivante. Alors c'est une désespérée, on arrive à la fin des généralités. Ça, je ne sais pas, c'est quand même des cas connus où des espèces se sont installées, ont proliféré, et ont tellement divisé que maintenant on en voit pratiquement. C'est le cas du crabe chinois, par exemple, Erlotia sinensis, qui au début du XXe siècle a proliféré partout. Et entre les 2 guerres mondiales, en France, le crabe chinois, le chasseur français, c'est une revue qui. À chaque numéro du chasseur français, on parlait du crabe chinois qui bouffait les poissons à filet, sur les guerres, etc. C'était le périque jaune. Bon, mais depuis que j'ai démarré l'inventaire des crustacés décapodes de France métropolitaine en 90, on n'a pas vu un seul bilan. On a eu quelques photos qui ont circulé sur Doris. Il reprend du poil de la bête un tout petit peu en Angleterre. À Londres, là, il est un petit peu dans la Tamise. Il y a un tout petit peu aussi à Lisbonne, je crois. Il y a des populations qui se sont manifestées, mais sans grand succès. En Benelux aussi, l'université de Liège avait des équipes qui travaillaient sur le crabe chinois pendant longtemps, dans les années 70-80. Ils ont dû arrêter leurs expérimentations, ils n'avaient pu en trouver un seul dans la Meuse et dans le coin. Donc le matériel expérimental crabe chinois a pris un peu du tour en l'air à ce moment-là, parce qu'il n'y avait plus assez de crabes pour les laboratoires. Des études sur l'autorégulation, des choses comme ça. Étudier les hormones, donc faire des extractions de chimiques aussi. On savait quand même un petit peu de matériel. Bon, peu importe. Donc faut-il se désespérer? Je ne sais pas, la réponse arrive après. Je j'avais dit. Après comme des signes, en fait. Non, c'est rien. Alors bon, que faire? Donc prévenir. Bah, bien sûr, il vaut mieux prévenir que guérir, c'est mieux. Donc il faut agir le plus en amont possible.
Donc pour ça, il faut faire un peu de recherche quand même scientifique et technique pour mieux connaître les processus invasifs. Quand un colère était arrivé à Monaco, là, si on avait su que c'était déjà une colère d'eau froide, on n'aurait peut-être pu intervenir tout de suite, ça aurait peut-être limité les dégâts. Mais bon, on n'avait pas la connaissance à l'époque de la dangerosité de cet algue-là. Après, éduquer, donc il faut mieux respecter que contraindre. Bon, c'est bien d'avoir un flic derrière chaque Français et chaque homo sapiens, mais c'est quasiment pas possible. Donc l'éducation, l'instruction, l'information, c'est ce qu'on fait avec les sciences participatives. On discute ensemble, on échange, on apprend les uns des autres, et comme ça on progresse collectivement dans la connaissance du tout. La réglementation, il en faut quand même de la réglementation, mais on ne peut pas tout réglementer non plus, c'est bien compliqué. Surveiller, c'est là aussi où il y a des choses qui sont intéressantes au niveau de surveillance. On en a parlé tout à l'heure, tout ce qui est observation, etc., sciences participatives et les plongeurs. Il y a un rôle pour ce qui est des espèces marines côtières. Les plongeurs sont là vraiment aux premières loges. Et nous, dans les laboratoires, c'est vrai qu'on manque d'expérience et de savoir ce qui se passe sur place. Donc guérir, effectivement, on peut essayer de guérir les choses, mais bon, faire une détection précoce, intervenir rapidement, éradiquer et contrôler les dispersions. Ça marche sur les grosses bêtes, quand on introduit des rennes cardiolènes, après avec des mitraillettes et par hélicoptère, on peut quand même fusiller des rennes. Pour les lapins, c'est plus compliqué. Mais pour les petites bêtes qui font 1 cm, on peut plus rien faire. Donc dans certains cas, ça peut s'envisager, mais on a une invasion de lions américains dans les lions d'Europe en France, on peut limiter les dégâts, mais sinon, on peut le perdre. Est-ce que c'est catastrophique? Peut-être pas, parce qu'une espèce pullule maintenant, si on attend une bonne centaine d'années, ça se calme souvent. Il ne faut pas oublier que la Société de protection de la nature d'aujourd'hui, au XIXe siècle, elle s'appelait comment? La Société de protection machin et d'acclimatation. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, ils allaient venir de tous les coins du monde et ils regardaient si les plantes, si les animaux qui vivent en France, si ça se reproduisait, etc. Donc ça a été aussi potentiellement une source d'introduction considérable. Et puis il y a quand même un certain nombre de plantes qui ont été introduites à ce moment-là. Il y a n'importe quoi, la pomme de terre, la tomate, ou des choses comme ça. On voit des fois dans une rivière un plant de tomate qui s'est échappé parce qu'il était dans un tas d'ordures ou quelqu'un qui a mangé une pêche qui a acheté ça dans la haie, puis on voit un péché qui arrive. Mais bon, tout ce qui est utile à l'homme, si on veut, il y a assez peu d'espèces qui sont mises à proliférer autour des jardins. Il y a quand même quelques espèces qui sortent du jardin des plantes et qui colonisent un peu le lieu